On est tous déjà arrivés dans une région où l'on ne connaît personne. Aucune rue, aucun monument, aucune tradition, rien. Même l'accent, on ne le comprend pas. Alors, dans ces moments-là, on a besoin d'un guide. Celui qui indique le chemin, qui connaît les secrets, qui partage sa culture. Et le guide aujourd'hui, c'est lui. Et pour l'aider dans son tour de France, il a fait appel à toutes les télés locales et régionales du pays. Tous ensemble, on a créé une émission ancrée au cœur des 36 000 communes et de leurs 60 millions d'histoires. Et vous allez voir que la proximité peut vous faire voir du pays. Cette émission, c'est Terre de France. Terre de France en Alsace pour bien débuter cette nouvelle année 2015 que je vous souhaite heureuse, joyeuse, belle, enfin tout ce que vous voulez. On est ici bien sûr avec nos amis d'Alsace 20 pour passer ce mois de janvier et on a voulu commencer en retournant à la cité de l'automobile dont on a un souvenir. On était passé ici il y a un an. On va retrouver Martin là, qui est le directeur de cette cité de l'automobile qui nous a promis de nous emmener du côté de l'atelier, c'est-à-dire là où personne ne va, et aussi peut-être, on va voir, du côté des réserves. Et si le temps le permet, on fera un petit tour en Bugatti. Autant vous dire qu'on va avoir une émission exceptionnelle. Je crois qu'il y a Mathilde aussi, qui est une jeune pilote prometteuse de 18 ans, qui nous attend là-bas quelque part dans une salle. Donc, on est à Mulhouse et on retrouve Martin, qu'on avait quitté ici même. Martin, bonjour. Bonjour Jacques. On a plaisir de vous retrouver. On adore cette cité de l'automobile. D'abord parce que je pense qu'on aime beaucoup les voitures et puis aussi parce que c'est un lieu magique et quand on a passé toute une émission ensemble il y a un an, c'est vrai qu'on était frustrés. On est reparti mais à contre-cœur, on n'a pas tout vu. Vous aviez vu beaucoup de choses mais il en reste encore énormément effectivement. Et notamment vous n'aviez pas ouvert, on n'avait pas eu le temps d'ouvrir les coulisses. Les coulisses, les cavernes d'Ali Baba, l'atelier de restauration et d'entretien des voitures de la collection et puis éventuellement vraiment la caverne d'Ali Baba, le Saint des Saints, les réserves du musée, puisque nous avons pratiquement 200 voitures en réserve, qui sont toutes aussi extraordinaires les unes que les autres. Et certaines dans leur jus, m'a-t-on dit. Enfin, vraiment, la plupart sont encore dans leur jus, en attente d'être restaurées, ou ne seront jamais restaurées, parce que l'intérêt historique de ces voitures fait qu'il est sans doute préférable de les garder dans leur configuration d'origine, avec la patine du temps sur les peintures, sur les cuirs, et on retrouve au travers ces merveilles toute l'histoire de l'automobile. C'est Richard, le conservateur du musée, qui nous attend C'est Richard, je vous y emmène, allons à l'atelier pour que vous voyez cette antre de spécialistes. Martin, pourquoi vous m'avez emmené devant cette Bugatti de 1929 ? Tout simplement parce que cette voiture, c'était une des voitures personnelles de Fritz Schlumpf, une Bugatti 35B de 1929 avec laquelle Fritz Schlumpf roulait en course de côte. Alors, ces Schlumpf, qui sont-ils et comment ont-ils amassé autant de voitures ? Deux frères, Fritz et Hans Schlumpf, qui ont fait fortune dans l'industrie textile, qui ont acheté plusieurs usines dans la région mulhousienne. Ici, c'est l'usine. Et ici, l'ancienne usine Ascassé de Mulhouse, et qui ont désaffecté cette usine pour y amasser leur collection de voitures. Le plus jeune des deux frères, Fritz, s'est pris de passion pour l'automobile ancienne, un petit peu par hasard. Ils étaient franco-suisses. Hein, Ils avaient la double nationalité franco-suisse. Leur mère était mulhousienne, leur père était suisse. Et ils ont acheté plus de 600 voitures en une quinzaine d'années. Et ils ont entreposé ces voitures dans cette ancienne usine désaffectée, qu'ils ont réaménagée en tant que musée. Et ils y ont fait travailler. Une sorte de névrose obsessionnelle pour les voitures. Complètement. C'est devenu boulimique. C'était plus de la passion, c'était de la boulimie. Mais au point d'ailleurs de mettre en danger l'entreprise. Enfin, il n'y avait plus que ça qui comptait dans leur vie, non ? Toutes les voitures, ils les ont achetées avec leurs fonds propres. Oui. Donc là, rien à dire. Mais effectivement, ce qui leur a valu les soucis juridiques, c'est tout simplement que pour entretenir, restaurer, réparer cette collection de voitures, ils ont employé jusqu'à 40 salariés, des mécaniciens, des selliers, des carrossiers, des ferronniers, qui étaient payés
par l'entreprise Et textile. puis à une époque aussi où le textile commençait à chuter dangereusement dans le pays. C'était le L'industrie début effectivement de textile. la crise du textile. Le fait qu'ils aient acheté les voitures n'a fait qu'accélérer les choses et effectivement ça leur a valu tous les déboires. Ah, et beaucoup de soucis et un peu la fin de l'histoire des frères Schlumpf, mais pas de leur collection. Bon là maintenant on entre dans l'espace prestige, L'espace prestige Rolls-Royce. où sont groupées les voitures des grands carrossiers de grand luxe des années folles 1925-1935 Ouais. avec des voitures qui ont une histoire toute incroyable, des histoires d'hommes. Puis la célèbre mascotte Rolls-Royce quand même. La célèbre Flying Lady, Flying Lady. Spirit of Ecstasy. Il y a une histoire de la Flying Lady Il y a une ou- histoire, vous voyez ce modèle-ci, cette Rolls date de 1930, la voiture qui est à côté est un petit peu plus récente et vous voyez que la Flying Lady est debout. Oui. Elle est Et toujours debout. Elle non est toujours debout, là. Et le logo Rolls-Royce, les deux R entrelacés sont rouges. Et Oui. sur la voiture d'à côté, Attendez, on va les voir. le logo Elle n'est pas debout là est passé du rouge au noir. Ah, et oui. la mascotte, Spirit of Ecstasy, s'est agenouillée. Comment se fait-il? Et l'histoire raconte que c'est un signe de deuil à la mort de Charles Royce, que les ingénieurs de chez Rolls-Royce, pour lui rendre hommage, ont passé le rouge au On noir. fait en signe de s'agenouiller deuil. la Et on Flying fait Lady. s'agenouiller la Flying Lady, Voilà. la Spirit of Ecstasy en signe de deuil. C'est extraordinaire. Mais l'automobile, c'est toujours. Mais il n'y a que des histoires d'hommes, de destin. C'est pour ça que ce sont des histoires qui nous tiennent à cœur et qui plaisent effectivement à tout le monde. Le rapport à l'automobile est toujours un rapport passionnel. On aime l'automobile, quoi Oui. qu'on en dise, et c'est notre histoire avec un grand H. Enlever l'automobile de l'histoire, il n'y a plus d'histoire. Depuis 100 ans, notre histoire, notre monde, notre vie est tournée autour de l'automobile. Comment vous l'expliquez? Parce que c'est jamais qu'un objet pour se déplacer, après tout. Oui, mais si on ne se déplace pas, on reste sur place, on on ne vit plus. bouge pas, on n'évolue plus. Ah, oui, oui. Ce qui me fascine, Richard, c'est la taille des clés. Il y a une clé de 50 là. Et dans un magasin de bricolage, ça, je pense pas qu'on en trouve. Hein. Non, pas vraiment, mais c'est vrai que c'est lié aussi à la taille des choses qu'on a. Oui, bah, à faire, oui. Richard est le conservateur ici du musée, de la Cité de l'Automobile à Mulhouse. Hein. Et alors, on a la grande chance, c'est de pouvoir accéder à l'atelier où on restaure, on ne répare pas, on restaure les véhicules anciens, bah, comme celle-ci. Hein. Donc, celle-ci, c'est quoi exactement? Ça, c'est une voiture de course Oui. construite par un Germain Lambert, qui est dans la région de Belfort d'ailleurs, en 1949. Qui est ce monsieur Lambert? Parce que je n'ai jamais Ah, entendu parler de ce monsieur Lambert. C'est normal que vous n'ayez pas entendu parler. Il fait partie de ces centaines de personnes qui, quand ils avaient des sous, ils se sont construits leur propre voiture. Voilà, comme ça, pour le plaisir. Pour le plaisir. Et là, par exemple, pour gagner le bol d'or dans les 3 années qui ont suivi, Celle-ci? elle a fait le bol d'or qui est maintenant réservé aux motos, mais à l'époque, c'était aussi les voitures. Oui. Et donc, du coup, il a gagné son bol d'or En quelle année? en 49, 50 et 51. Et ça, c'est 1900, bien sûr. Et donc il faisait ça, mais il faisait tout à la main. Comment ça se Il faisait? imaginait, il dessinait et il faisait tout ce qu'il pouvait faire lui-même. Ça vient de chez lui. Il en a fait combien comme ça, monsieur Lambert? Il en a fait entre 1927 et 1951, il en a fait 7 ou 8, on n'est pas tout à fait sûr. Et vous en avez combien, vous, en restauration ici? On a ce qui reste aujourd'hui qui a été repéré, c'est-à-dire 4 voitures, dont celle-ci. Il y en a les 3 autres, on en verra une ici et puis les 2 autres ailleurs. Oui. Donc on a essayé d'avoir en fait l'ensemble de la production parce qu'à chaque fois, il changeait la technique. C'est pas je fais une voiture qui est dans l'air du temps. Ça évoluait, évidemment. Ça a évolué. C'est de l'aluminium ou je me trompe? C'est exactement ça, c'est C'est de de l'aluminium l'aluminium. et on est donc dans la période où justement les constructeurs commencent de façon plus systématique, comme Aston Martin, Pegaso ou autres, ils habillent leur voiture d'une espèce de drap en aluminium. Alors lui, son drap, il est comme il est, mais c'est de Il faisait l'aluminium. tout à la main. Complètement à la main. Ça se voit d'ailleurs, Voilà. hein, c'est Comme c'est de la irrégulier. production unique, il va pas faire de l'emboutissage, il va tout simplement marteler, il imagine ces choses. Et ce qui est intéressant, c'est que là, pour nous, on a les 3 numéros qu'il a eu. Première course, numéro 16,
Deuxième course, numéro 15, on devine le 5. On devine le 5 dessous, c'était Voilà. repeint. Et troisième course, le numéro 16. Ce qui fait qu'en fait, rien qu'avec ça, qu'on essaye de garder, on a l'histoire des trois Richard, ce participations. qui est amusant, c'est qu'aujourd'hui, c'est un argument de grande modernité, une carrosserie en aluminium. Complètement. C'est un must. Tout à fait. Ça allège le poids de la voiture, etc. Et on s'aperçoit qu'au début du XXe siècle, on les faisait déjà en aluminium. Tout à fait. Et en plus, l'aluminium a commencé par les pièces techniques dans le moteur pour alléger, dans les carters et autres, mais à ce moment-là, l'aluminium avait la réputation d'être bien pour faire des batteries de cuisine, mais quand même pas pour la voiture. Donc psychologiquement, C'était pas noble. C'était pas noble du tout. Ouais. Alors que dès le début des années 20, vous avez notamment pour le capot moteur, Ouais, vous on va avez passer des là. capots moteurs en aluminium, simplement parce que quand ça chauffe et que vous avez un capot peint, vous avez un problème de peinture qui s'écaille, notamment côté échappement. Et en plus, c'était, du coup, à partir des années 20, on commence à le montrer sur des parties visibles. Et puis l'aluminium diffuse plus la chaleur, je pense. Oui, tout à fait. C'est Donc, la surtout parce chaleur que c'est plus s'échappait. léger. Mais c'est plus léger. C'est surtout plus léger, c'est ça qu'on Alors, cherche. puisque vous nous avez ouvert, ce qui n'arrive jamais si vous venez visiter la magnifique cité de l'automobile ici à Mulhouse, vous verrez des choses merveilleuses là-haut, mais jamais vous ne viendrez ici, sauf avec Terre de France. On peut continuer et faire un petit tour dans l'atelier, Richard ? Avec plaisir, Allez, on y va. tout à fait. C'est un lieu de travail, donc c'est vrai que ce n'est pas un lieu de visite. On va regarder un peu ce qui se prépare là-bas. Une visite ludique de musée, c'est désormais possible. La solution, une tablette numérique sur laquelle travaillent les enfants. Vidéos, photos, sons, images, quiz, les enfants doivent résoudre une multitude d'énigmes qui les conduiront à la voiture disparue au début de l'histoire. La collection du musée de l'automobile à Mulhouse est telle que la créatrice de ce parcours numérique a dû faire des choix. On a mis les voitures incontournables essentiellement et d'autres voitures qui pouvaient être intéressantes par rapport à l'intrigue. C'est vrai que la Rolls-Royce Silver Ghost, la voiture fantôme, est une voiture mystérieuse, que les voitures qui prennent des formes animales comme la coccinelle ou la baleine Arzens peuvent être aussi des voitures sur lesquelles il faut aller enquêter. Donc voilà, on a construit vraiment notre intrigue à la hauteur des enfants. Ce parcours numérique énigme à la cité de l'automobile, c'est un moyen d'ouvrir le musée à des familles éloignées de l'offre culturelle. Les enfants se prennent très vite au jeu. Naufel et Badis sont venus tester le parcours avec leur classe, une visite qui leur a permis en même temps de découvrir la cité de l'automobile pour la première fois. Ils sont en plus les grands gagnants du jour. C'est génial. En plus, c'est bien, c'est grand, il y a beaucoup d'espace. Et on a fait une bonne recherche, c'était trop bien. Toute leur classe s'était déplacée pour tester ce parcours numérique. Même le professeur a fini par se prendre au jeu. Très intéressant parce que parfois on est quand même obligé de lire les informations pour trouver les réponses. Un projet porté par la Fondation Culture Espace qui avait déjà mis en place un parcours pour enfants autistes et porteurs de handicap il y a de cela quelques mois à la Cité de l'Auto. Alors ça, c'est un peu la réserve, enfin c'est une des réserves, je suppose. non Oui, c'est l'extension de l'atelier, parce que par exemple, ça c'est une voiture qui est rentrée il n'y a pas longtemps. C'est quoi comme voiture ? C'est une traction, ça ? Oui. C'est tout à fait spécial puisque c'est une voiture à gazogène. Le gaz auto. Voilà, le gaz auto. Et la France était très très forte dans ce domaine-là. Alors, pour la plupart des gens, le gazogène, c'est pendant la guerre quand il n'y a pas d'essence. Bah oui, oui. Mais c'est une technologie qui a continué après, parce qu'on avait cherché à diversifier, à cause de la crise de l'énergie, on avait cherché à diversifier les sources d'énergie. Donc c'est une époque où on a fait des turbines à gaz, avec Grégoire et autres. Et c'est une époque où quelqu'un avait essayé de commercialiser Par une des technique. établissements libaux. Absolument. À Plagny, dans la Nièvre. Ça fonctionnait comment, le gazogène ? Ben, là, vous avez du charbon, d'ailleurs. Il y en a encore. Ah, carrément. Ah non, on l'a enlevé. Là, il y avait du charbon. Ça fonctionne encore. Hein. Oui. Voilà. Elle va fonctionner de nouveau dans quelques mois. Il y avait encore c'est une espèce de charbon de bois qui vous donne l'énergie suffisante pour créer le gaz qui va en fait. Autrement dit, on se promenait avec son barbecue dans le coffre. Absolument, absolument. Sauf qu'il avait essayé de l'intégrer parce que vous savez, la plupart des gens ont en tête, vous savez, le gazogène qu'on posait sur le toit. Sur le toit, oui. Le truc rajouté. C'est l'image qu'on avait du gazogène, voilà, d'ailleurs. parce qu'on le rajoutait à une époque où il n'y avait pas d'essence. Et après, lui, il a essayé en fait, de l'intégrer un peu comme un coffre de traction, ou autre, de façon à ce que ça soit un peu moins inesthétique. Et ça fonctionne. Ça fonctionne. Oui. J'ai vu quelqu'un travailler sur un moteur en traversant l'atelier. C'est un moteur de quoi ? On peut aller le voir ? Oui, c'était un moteur de Ferrari 500. Donc on change complètement de sujet là. Ah oui ? Alors on va voir le moteur de Ferrari 500. Tu viens ?
On a fait un petit cours de mécanique, là, Richard, avec l'alésage. C'est 2 litres, hein? Oui, c'est un ça 2 litres. Oui. C'est un 2 litres, ça. Ça, c'est un moteur de Ferrari? Oui, moteur Barquette 500 Testarossa. C'était une petite... Un biplace course. Oui, une petite merdouille de course. Et ça a quel âge, ça? C'est milieu des années 50. Milieu des années 50. Et là, vous êtes en train de le restaurer? Non, on remonte le moteur, on a regardé ce qu'il y avait dedans. Oui. Ça fait combien de temps que vous êtes dessus, là? Bon, j'ai commencé la semaine dernière. Regarde les ressorts de soupape. Lundi dernier, oui. Hein, c'est ça, le ressort de soupape? Les ressorts en épingle. Ça, c'est l'admission, ça, c'est l'échappement. Oui. Et B. 4 cylindres? Oui. Je pensais que c'était les plus gros moteurs à l'époque, moi. Ah, c'est des petits moteurs c'est en compétition client. Ah, d'accord. C'est le même moteur que la F2 500. D'accord. 500 F2. Il est pointu. C'est Guy, hein? Oui, c'est ça. Il est pointu, Guy. Hein. Et vous êtes ici depuis l'ouverture de la cité en 82, c'est ça, Richard? 82. Oui. Et avant, vous étiez où? Dans le garage. Oui. On a appris ça chez Peugeot. On est mieux ici, hein? C'est sûr. Quelle que soit la marque. Hein, oui. Bon, après, il y a eu d'autres marques bien connues qu'on ne citera pas, oui, qui existent toujours, non plus. Mais des marques beaucoup prestigieuses aussi, Peugeot bien sûr. Mais... Non mais Guy, c'est un peu le rêve du mécanicien ici. Oui, c'est ça. Vous touchez à des trucs incroyables, à des moteurs fantastiques, un moteur de Ferrari là, qui a 60 ans. Et vous, c'est votre passion? La mécanique, oui. Et vous en avez vu. C'est quoi le plus beau moteur auquel vous avez touché? Attention, c'est la question. Ça, c'est une bonne question. À 100 sous, ça. Le plus beau? Celui qui vous a laissé un souvenir, dirons-nous. C'est le 41 Bugatti. Le 41 Bugatti. On est chez la Royale, quoi. Oui. La Royale, oui. Voilà. Ouais. Et c'est exceptionnel par la grandeur, le poids. C'est une œuvre d'art. La C'est cylindrée. un truc monstrueux, c'est fantastique. Et on est dans le temple Bugatti ici. Il faut peut-être rappeler quand même, parce qu'on avait fait une émission spéciale ici, dans cette cité de l'automobile à Mulhouse il y a un an, avec Terre de France. Oui. Et on avait évoqué Ettore Bugatti, mais il est partout. On voit son E, son B partout. C'est l'histoire de la région. Il y a toujours Bugatti. C'est non seulement l'histoire de la région, c'est aussi l'histoire de la collection. On a plus de 120 Bugatti. C'est de très très loin la plus importante collection au monde. Voilà. Oui. Et que les frères Schlumpf avaient réuni à l'époque avec beaucoup d'autres marques de prestige ou de compétition. Donc du coup, le cœur de collection, c'est vrai que c'est Bugatti, plus une centaine d'autres marques. Non, c'est plus Bugatti en tant que famille, mais la marque Bugatti, les voitures Bugatti existent toujours. Tout à fait, oui. C'est le groupe Volkswagen qui a racheté la marque Bugatti en 99 et qui a sorti cette fabuleuse Veyron. Voilà. Célébrissime Veyron. Voilà, tout à fait, avec là aussi 1001 chevaux. Donc on est dans les comptes. Dans la démesure, voilà, la même qu'à l'époque. Hein, la même qu'à l'époque. On la regardera un petit coup tout à l'heure, la Royale, parce que je crois qu'on en est amoureux. Il suffit qu'on la voie et voilà, on resterait devant pendant 1 heure. Merci beaucoup, Guy. Ça sera prêt pour midi parce que je voudrais repartir avec. Pas tout à fait. Pas tout à fait. Pour le café. Allez, merci. Maxime, tu peux me passer le chiffon qui reste, s'il te plaît? Je voudrais pas mettre mes doigts. Déjà, j'ai mes traces de doigts, là. Merci, Maxime. C'est gentil. Hein, vous avez vu, hein? Je fais attention. Hein. Parce que déjà, j'ai laissé une petite empreinte. Bertrand, c'est quoi? Alors là, on est en présence de la Bugatti Type 252. C'est la toute dernière voiture sortie des usines Bugatti. Celle-là a été construite en 53-54. Oui, là, mais pas par Ettore Bugatti. Non, Ettore Bugatti étant décédé en 47, c'est son fils Roland qui à cette époque a essayé de remettre la marque sur les rails, si on peut dire. Et donc a sorti 2 autos, donc la Type 252. Ça c'est le moteur de la Ferrari. On se dépêche de la préparer pour tout à l'heure.
La Type 252, donc, qui est une auto, une barquette, une auto de sport, qui était vouée à être vendue au grand public. Et en parallèle, ils avaient construit une voiture de course, la Type 251. Oui. Donc, qui, elle, était... Mais qui était plus, il y avait plus de cylindres. Voilà, en fin de compte, sur la Type 251, c'est un 8 cylindres, ça c'est un 4 cylindres. Donc, ils ont pris le moteur, ils l'ont coupé en deux, en fin de compte. Ils ont pris que la moitié pour la mettre dans Et il y en a combien des voitures comme ça? Alors, il n'y en a qu'une. C'était un prototype que Roland a créé. Qui n'a jamais été développé qui par n'a la jamais suite. été développé. Non, c'est la seule et unique. qu'on ait. Avec homologation routière Et en 58. Donc ah on oui, peut rouler et avec. peinture d'origine. Hein. Tout est d'origine. Tout est d'origine. Elle roule? Elle roule. Et si ça vous intéresse, il y a eu quelques petites préparations et je peux vous emmener faire un tour. Waouh! Super. Pendant ce temps-là, on va voir sa grande sœur, puisqu'on est dans la tradition Bugatti. Bugatti faisait à un moment donné 8 cylindres, la 35. Il est connu pour ça. Oui. Et il a toujours fait du 4 cylindres parce que c'est plus accessible. Mais là aussi, donc il y a eu la voiture de course 8 cylindres et la voiture de tourisme, de grand tourisme 4 cylindres. Donc on peut aller voir ça dans l'intervalle. Tu ranges le chiffon, s'il te plaît. On y va? On va à la réserve. On est parti. Tout à l'heure alors? Tout à l'heure, pas de problème. Là, on en a de la chance parce que l'atelier, déjà, on n'y va pas. Et les réserves, on y va encore moins, monsieur le conservateur. Bien sûr, Alors, suivez-nous. Ils nous ont trouvé. Ah, mais il y a que des fantômes ici. Ouais. On va aller voir la 251 comme on a prévu. Attendez, il y a quoi sur tous ces draps blancs là? Il y a des voitures, il y en a à peu près 200 dans les réserves, 400 en salle. Donc sur les 200, on a évidemment des Bugatti aussi, oui. Mais beaucoup d'autres marques. Mais de temps en temps, elles montent ou descendent, je ne sais plus où on est. Oui, de temps en temps, celle qu'on a vue tout à l'heure, elle est ici normalement, mais elle est roulante. Ce sont les réserves d'un musée en fait. Les réserves d'un musée, ça rentre, ça sort, c'est très vivant. Je peux soulever tout petit peu? Oui, vous pouvez. Un coin du voile? Tout à fait. En fait, les voiles, c'est simplement pour les protéger de la poussière, parce que même si maintenant les travaux ont fait qu'on a beaucoup moins de poussière, mais la poussière, c'est ce Mais elles sont en attente de restauration, celle-ci? Voilà, celle-ci vient de passer en restauration. Une Lambert. Lambert encore, comme tout à l'heure, encore une Lambert de 1948. Et la Bugatti dont on parlait là-haut? Et la Bugatti, elle n'est pas loin d'ici. Ah, ça c'est la voiture électrique, c'est ça, non? Voilà, la première voiture qui franchit 100 km/h en quelle année? 1899. 1899, plus de 100 km/h, une voiture électrique. Électrique, voilà. Et vous imaginez que le bonhomme, il est assis là-dessus, vous voyez, le siège, il est là. Ouais. Donc, il dépasse de ça. Ouais. Il n'a rien pour se tenir, il n'y a même pas de volant, c'est un petit... Et donc, il est là et il fait son 100 km/h. Oui. J'aurais pas aimé être à sa place. Ce que je retiens surtout, c'est que c'était une voiture électrique. Électrique avec aujourd'hui, ça a du sens. Une forme d'obus en plus, très spéciale par rapport à ce qu'on a à cette époque. Bugatti. Elle est vers là. Elle est par là. Elle est cachée derrière une autre marque célèbre pour ces voitures de course. Voilà, c'est la bleue forcément. Bleu parce que la couleur de la France en compétition, c'était le bleu. Oui. On dit toujours bleu Bugatti, mais ça n'a pas trop changé, hein. On dit toujours les bleus. Hein, aussi. C'est toujours le cas. Le bleu France. Ça a un peu disparu sous les publicités. Donc c'est celle-ci. Voilà. Donc voilà, l'idée de départ, c'était de faire le 8 cylindres, moteur transversal, donc toujours Colombo, comme à une époque où Roland Bugatti avait la charge de faire tourner l'usine. Il y avait quand même plus de 1000 personnes qui travaillaient là-bas, donc il travaillait beaucoup pour l'aéronautique. Et il a quand même essayé de faire revivre la partie automobile, mais lui, il était extrêmement jeune, il est né dans les années 35, donc il n'a pas connu l'époque Ettore Bugatti. Et donc du coup, pour remettre le pied à l'étrier, il a demandé à un ingénieur italien, Colombo, qui avait travaillé pour Alfa, de concevoir avec lui une nouvelle voiture, donc structure en tube. Voilà, l'eau passe d'ailleurs, l'eau de refroidissement passe dans les tubes. Enfin, c'est quelque chose de très spécial et c'est Trintignant qui l'avait fait rouler. Celle-ci? Voilà. Trintignant, la conduite. Tout à fait. Et on l'a interviewée il y a quelques années parce qu'on voulait aussi la remettre en route, mais elle est quand même extrêmement abîmée, donc il aurait fallu quasiment tout changer. Or, ça, ce n'est pas notre métier de musée. Notre métier, c'est de garder les choses le plus historiques possible. Alors, c'est parfois frustrant, mais c'est comme ça. Par contre, maintenant, on sait exactement ce qu'il faudrait faire pour qu'elle puisse rouler un jour de nouveau. Ce qui est déjà un gros progrès. Et on a surtout compris tout ce qu'il voulait faire à l'époque en termes de voitures de compétition. Vous pensez qu'il va vraiment m'emmener faire un tour sur la piste? S'il ne pleut pas, il n'y a pas de souci. C'était pour rire? Non, c'est pas pour rire. On a plus de 80 voitures qui roulent, elle en fait partie. Wow. Donc, normalement, ça marche s'il n'y a pas de surprise de dernière minute. Je crois qu'il y a une jeune pilote de 18 ans qui nous attend aussi quelque part, là, et qui promet, parce que...
Elle a fait le trophée Andros, elle fait pas mal de rallyes. Et Oui. je crois qu'elle a de qui tenir ici dans la région. Hein. Bon. Oui, en effet. On va remonter. En effet. Time your hand once gently closed round mine and everything around us seemed too slow. But I turned around and caught you smiling to yourself, your very own island that someday I would like to go. Voilà, tenez Jacques, je voulais absolument vous montrer ça. Là, on est dans le cas d'une voiture que vous ne pouvez pas voir par ailleurs. Parce que dans la salle, vous avez vu plein de voitures restaurées, brillantes, etc. Celle-ci n'a jamais été touchée depuis plus de 100 ans. Elle est dans son jus, donc voilà. On dit 200 ans. Plus de 100 ans, puisqu'elle a été construite en 1912. Et la dernière fois qu'elle a été utilisée, c'est pendant la Première Guerre mondiale. Il y a un numéro encore. Voilà, on voit la couleur. Elle a une teinte un peu militaire. Hein. Tout à fait, complètement. Elle devait probablement servir à un gradé qui utilisait ça pour être... Et donc, elle est dans un état de conservation remarquable. Pour nous, ce sont des objets extrêmement précieux parce que là-dedans, on trouve des tonnes de détails de construction de l'époque qui nous permettent de savoir comment il faisait réellement, etc. Ce n'est pas une voiture qui a été touchée, contrairement aux autres. Et ce n'est pas une voiture qui sera exposée. Elle va rester là ? Elle a déjà donné lieu à des expositions à l'étranger. Et peut-être qu'un jour on l'exposera aussi ici. Pour le moment, on travaille beaucoup dessus, on fait des analyses de peinture, on essaye de lui faire dire tout ce qu'elle peut nous raconter. Il faut qu'elle parle, la voiture. Il faut faire parler la voiture. Elle a beaucoup de choses à dire, certainement. À l'époque, aujourd'hui, on connaît les grands constructeurs français, il n'y en a pas 12 000, hein, mais à l'époque, il y en avait... À l'époque, avant la Première Guerre mondiale, il y avait plus de 600 constructeurs en France. La France dominait le marché de l'automobile européen jusque dans les années 20. On l'a oublié aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis. 600. Mais c'est le pays qui a inventé l'industrie automobile, qui l'a mise au point dans les années 1890. Et c'est aussi le pays qui, après, en Europe en tout cas, vendait c'est là qu'il y avait les meilleurs carrossiers, c'est là qu'il y avait les meilleurs constructeurs par rapport à l'Allemagne, l'Italie ou autres, où il y avait aussi des constructeurs, mais pas du tout autant. Est-ce qu'il y avait des motoristes en Italie, par exemple, hein, on a vu Ferrari tout à l'heure. Et est-ce qu'il y avait plutôt des carrossiers en France ou on ne peut pas dire ça? Au début, non. Les carrossiers, le premier motoriste, c'était Daimler avec son moteur en V qui a donné la première. Ensuite, vous aviez De Dion-Bouton qui est un Français qui était extrêmement connu avant la Première Guerre mondiale et tout le monde achetait son petit moteur pour le mettre sur tout ce qui pouvait bouger. Et vous aviez le moteur Benz aussi, un moteur allemand. Donc, par contre, les carrossiers, effectivement, la tradition remontait déjà au temps des carrosses, en fait d'ailleurs 17e, 18e, 19e, et là la France a joué un énorme rôle. Mais est-ce que vous trouvez encore des carrossiers qui savent travailler comme on faisait ces voitures ? On a la chance d'en avoir quelques-uns encore en France qui sont entreprises du patrimoine vivant. Ce sont des entreprises un peu labellisées qui détiennent un savoir-faire. Ici dans l'Est de la France ? Et on en a un sur Strasbourg, oui. Voilà, à Burbush, qui détient ce savoir et qui sait encore travailler exactement selon les techniques de cette époque-là, qui sont du travail à l'unité. Hein. Il y a pas mais la question qui se pose, c'est comment eux-mêmes vont-ils et à qui vont-ils transmettre leur savoir ? Tout à fait, ils font de gros efforts. On travaille ensemble là-dessus. Il y a des jeunes qui s'intéressent, que vous recevez ? Voilà, tout à fait. Il y a des jeunes en stage ici ? Absolument. On ne sait pas encore les rendre diplômants, mais on en a déjà formé plusieurs parce qu'il y a énormément de jeunes que ça intéresse, beaucoup plus qu'on ne croit, mais qui sont bloqués par le fait que je ne peux pas avoir de diplôme ou autre, donc on est en train de travailler là-dessus. Mais chez Haber-Bosch, il y en a 4 ou 5 en permanence, et chez nous, on en a 1 ou 2 tous les ans qu'on forme et qui après s'adaptent pour pouvoir faire leur propre carrière. Et sinon, il y a des bénévoles aussi passionnés qui viennent régulièrement. Alors ça, c'est important pour nous parce que ce sont des gens qui, en général, ont fait leur apprentissage dans les années 50-60. Donc, ils ont appris des choses qu'aujourd'hui, on n'apprend plus du tout à l'école à l'ancienne et qui passent ce savoir à l'équipe qui est en place. Donc, autour du moteur et autour d'une voiture, les langues se délient et tout va très, très bien. Voilà, c'est un peu aussi ce travail qu'on ne verra pas, on ne verra jamais, hein. Le public ne le voit pas, mais pour nous c'est fondamental parce que sans ce savoir-là, on ne saura plus faire rouler les voitures. On ne saura plus faire. Et donc c'est un travail c'est la face cachée de l'iceberg. Exactement, voilà. La Bugatti, je crois qu'elle est là-bas. Elle est là-bas, elle attend toujours, elle ne bouge pas. On parlera d'un de ces jeunes d'ailleurs, si vous voulez bien. Avec plaisir, c'est très bien ça.
Alors ça, j'y croyais pas. Vous voyez, comme quoi. Ça, j'y croyais pas. Alors la technique est assez particulière quand même pour rentrer Oui. dans ce genre d'automobile. Moi, je m'y suis pris à l'avance Ouais. parce qu'il m'a fallu 10 minutes. Vous avez bien fait, ouais. Non. Bon, la ceinture de sécurité, hein. Ouais, obsolète. Obsolète. Bon, maintenant. Ah. Attention moto. Hein. Ça roule. Oui. On avait le volant sur les genoux, hein. Ouais, les conduites à l'époque étaient. Moi, j'ai c'était- les genoux sur le menton. C'est Et vous avez le particulier. volant sur les genoux. Il faut bien viser là. Hein. Waouh, c'est génial. Quel son, quel bruit. Enfin, c'est pas un bruit, c'est une musique. C'est une musique. Musique. C'est que ça tient la route. C'est assez particulier, c'est assez génial à conduire. C'est une propulsion. Oui, tout à fait. C'est agréable, franchement c'est agréable. Bon, la position un peu particulière, mais une fois qu'on a pris le coup, ça va très bien et puis ça se conduit très très facilement. Oui, parce que là, la chaussée est humide, hein, c'est vrai qu'on puisse dire, et on sent pas ça décroche pas du tout. Hein. Non, pas du tout. Oh, j'adore cette sonorité du moteur, c'est exceptionnel. Ça, c'est un beau cadeau que vous nous faites. Alors, on va rentrer parce qu'il pleut un petit peu quand même. Hein. Et c'est quand même un exemplaire unique. Tout à fait. Donc, il ne faut pas l'abîmer celui-là. On va essayer. On va essayer. Ah, je compte sur vous. Génial. Waouh. Encore un petit vroom, hein. Fantastique. Merci beaucoup. Avec plaisir. C'était extraordinaire. Bon, je sais pas comment on ouvre, hein, Bertrand. J'arrive. Alors. Le problème, c'est ça. Ah oui, c'était. Pourtant, il était grand, Monsieur Bugatti. Bah, Roland, en plus, Roland était Oula, je perds mon micro, dis donc. relativement grand aussi. Et puis, non, mais c'est des autos qui sont pas. C'est pas évident à monter dedans, hein, effectivement. Ah non, ça, il faut se plier, se déplier. Hein. Voilà. Bon, ben merci beaucoup. J'espère que ça vous a fait plaisir. Ah Et oui, puis, un plaisir immense. Et c'est extraordinaire de pouvoir rouler dans une voiture unique au monde. unique au monde, c'est ça. Unique au monde et qui marche avec une sonorité extraordinaire. Voilà. Bon, À très bientôt. merci. On va continuer. Qu'est-ce qu'elle a, Mathieu, cette voiture, cette traction? Qu'est-ce qu'elle a? Elle est malade? Ah non, non, elle fonctionne très bien. Qu'est-ce que vous... Non, vous travaillez dessus un petit peu? Vous êtes sur le moteur Ferrari qu'on a vu tout à l'heure aussi? Vous êtes tout jeune, Mathieu, vous êtes en stage ici? J'ai 22 ans, je suis en stage ici. Oui. Mécanicien, donc déjà? Mécanicien, oui, mes études de mécanicien, je suis à Bac plus 2. Oui. Et pourquoi vous venez travailler sur des vieilles voitures? Quand on a 22 ans, ça c'est des vieilles voitures, c'est pour nous ça, c'est pas pour lui. En fait, je suis en train de suivre une formation de préparation mécanique dans les véhicules de collection. Oui. Et j'effectue mon stage en entreprise ici. au Mais musée de d'accord, l'État. mais qu'est-ce qui vous amène à aimer les voitures de collection comme ça? Par passion? Vous avez votre père collectionnait, non? Non. En fait, moi j'ai restauré une 4L pour effectuer le 4L Trophy. Oui. Et ma passion est venue de là. Savoir régler les À partir de la... C'est important d'ailleurs, hein, de commencer par une 4L, Richard, et puis après, puis on arrive à la Bugatti. Tout à fait. Ettore Bugatti avait fait pareil. Il a commencé avec un tricycle parce qu'il n'y avait pas de sous pour acheter un grand. Il a fait un tricycle, il l'a amélioré. Après, il a fait ses voitures. Louis Renault, pareil. Ben, ça continue aujourd'hui. Je trouve que c'est extrêmement important que des jeunes puissent toucher comme ça la mécanique. Ouais, et Mathieu, venir en stage ici, quand même, à la Cité de l'Automobile à Mulhouse, c'est un petit peu aller, je sais pas moi, restaurer la Joconde de Louvre. Hein. Tout à fait, ouais. C'est une chance inouïe, ça. Ouais. On doit vous envier, là, Je pense, ouais, un petit peu. vos camarades. On me l'a pas dit de vive voix, mais je pense, ouais. Après, chacun ses intérêts. Mais il y a des jeunes de votre âge qui vous disent, mais pourquoi tu vas t'occuper d'un vieux moteur Ferrari, d'une traction Non, ils comprennent, vos copains? Ils sont pas dans la même optique que moi. Oui.
Ils sont plus dans les véhicules de sport, c'est ce qui les intéresse plus, et moi je suis plus dans les anciennes, les collections. La collection. Et c'est une vraie formation qui est reconnue, ça ou... C'est une attestation de compétence, Ah, ça fait une spécialité pour un mécanicien. Oui, il en existe une seule en France pour le moment qui fonctionne à Vannes, mais c'est vrai qu'il y en a plusieurs autres où les jeunes se spécialisent plus sur le sport, c'est-à-dire que leur truc, ça va être d'arriver à améliorer une voiture de course et d'être dans la compétition. Mais en fait, ils voient un tout petit bout de la voiture. C'est hyper spécialisé. Alors que Mathieu et les 2-3 autres jeunes, du coup, ils ont une vision plus globale de la collection, de voitures de collection, au sens beaucoup plus large du terme. Mais c'est une des rares et seules qui existent aujourd'hui en France, donc à Vannes. Hein, c'est pas loin d'ici. Non, c'est juste à côté de Mulhouse. Absolument, oui. C'est à quoi, 20 km? On prend l'avion et ça va tout seul. Et Mathieu, c'est votre métier, ça? Vous voulez en faire votre métier? Oui. C'est votre passion, votre métier? J'aimerais devenir restaurateur de véhicules de collection. Dans combien de temps il pourra toucher une Bugatti? Je pense dans 20 ans, il sera mûr, il n'y a pas de problème. Ça va, vous avez patienté, Mathieu? Persévérance. Allez, s'accroche Mathieu, bravo en tout cas. Et merci beaucoup. Merci Richard de nous avoir ouvert les portes à la fois de l'atelier, de la réserve, là où on ne va jamais. On va monter ou descendre, je ne sais jamais ici. Enfin, on va retourner dans la cité elle-même de l'automobile, là où sont exposés les modèles. Oui. Et puis, je pense qu'on a rendez-vous avec une jeune pilote bien prometteuse, et aussi avec des passionnés de Bugatti. Quelle belle histoire. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux. Certaines restaurations sont hors du temps. À Geispolsheim, il n'y a pas un jour sans que Gauthier Bauer n'ait une voiture ancienne entre les mains. Il travaille actuellement sur une Bentley de 1932, carrosserie française. Si les sièges seront restaurés à l'ancienne par une autre personne, sa mission à lui est de s'attaquer à la moquette et de la reproduire à l'identique de celle d'antan. Donc c'est un véhicule qui a été refait à l'époque et malheureusement qui a été refait avec des matériaux qui ne correspondent pas à l'année du véhicule. Donc on retrouve sur les moquettes intérieures, plus particulièrement, un côté synthétique. Donc on est sur une moquette complètement synthétique, ce qu'on ne faisait pas à l'époque. Et ce client veut garder quand même son aspect original, ce qu'on a avec les sièges avant qui n'ont pas été retouchés du tout. Donc il veut retrouver une moquette à peu près d'origine, surtout avec des matériaux d'origine. Des restaurations qui demandent de la recherche sur Internet, dans les livres d'époque aussi. Du panneau de porte au coffre de voiture en passant par le ciel de toit, une restauration peut prendre jusqu'à plusieurs mois, à l'instar de cette Samson de 1934. C'était une question de budget, donc voilà, il y avait une enveloppe. Et de temps en temps, voilà, il réalimente un peu les comptes, donc automatiquement, on continue à travailler dessus. Et là-dessus, là, on ne recherche plus le côté historique parce que le client n'a pas de souhait particulier à ça. Donc là-dessus, on est sur une restauration tout à fait classique avec un cuir automobile. Et là, on refait voilà, les panneaux de porte, les moquettes. Il n'y a pas de contraintes vraiment historiques sur cette voiture. On essaie de rester fidèle avec les coutures, avec tout ce qui était forme initiale du siège, mais les matériaux apportés sont d'aujourd'hui. Travailler sur de telles autos n'est pas anodin, ces restaurations touchent toujours, d'une façon ou d'une autre, à l'affect. Déjà, il faut déjà être très délicat, hein. C'est la première des choses. On reste, c'est sûr, toujours ébloui par la beauté et par les formes et tout des véhicules. Ouais. Elles me marquent toutes, c'est à chaque fois une nouvelle aventure, un nouveau projet. Donc il y a un rapport humain avec le propriétaire qui est très intéressant. Si Gauthier Bauer prend un plaisir tout particulier à travailler sur ses bijoux, l'artisan dispose d'un atelier de 600 m² dans lequel sont confectionnés aussi bien du matériel d'hôpital que du mobilier contemporain, de la sellerie de bureau ou encore sportive. Mais ces instants passés sur ces voitures restent des instants privilégiés. Je vous présente Mathilde, qui est une jeune pilote de 18 ans. Oui. On peut le dire, à 18 ans, ça se dit. Hein. Et qui a fait là, le trophée Andros, qui court sur des circuits. Alors, 18 ans, Mathilde, mais qu'est-ce qui vous a passé par la tête d'être au volant de voiture comme ça? Depuis toute petite, en fait, je suis fan. Mon père a voulu me mettre sur un circuit. Il était dans la compétition, lui aussi? Oui, il faisait du rallye, oui. Ah, il y a des petits gènes qui se sont comme ça aussi, transmis. Oui. Mais il voulait surtout que je sois sécurisée quand je passe mon permis pour m'apprendre des bons réflexes sur la route. C'est venu comme ça? Et en fait, j'ai pris goût
Donc, Voilà, alors vous faites tout pour que votre fille n'ait pas d'accident, qu'elle fasse attention à elle, etc. Et qu'est-ce qu'elle fait, la fille? Eh bien, elle va faire des compétitions Voilà. automobiles. Bravo, il doit être content, lui, non? oui, maintenant Ah, il est fier il de est vous. super fier. Déjà parce que j'emmène des résultats. Là, j'ai fait 4e au Trophée Andros à Andorre. Oui. Donc, c'est quelque part pour lui une fierté. Quoi, que Oui, ça parce fait. qu'il y a des sacrés pilotes au Trophée Andros. Hein. Oui, il y a Prost, Ouais. Lagorce. 4e avec Prost à 18 ans. Bon, Non, je ne roule pas dans sa catégorie, mais je veux dire, sur le championnat, il y est. Quoi. oui, enfin, c'est quand même des pointures, quoi. Voilà. Vous mesurez à des pointures. À partir de quel âge vous avez tenu un volant? À partir de 13 ans, j'ai conduit sur 13 ans. une 206 GT en circuit. Ah oui, bah, pas sur la route, sinon on ne le dirait pas. Hein. Ouais, Et 13 ans, qui est-ce qui vous a appris à conduire une voiture à 13 ans? Mon père tout d'abord. Et après, Ouais. j'ai eu plusieurs coachs qui m'ont appris. Papa partait du principe que plus on apprend tôt, mieux on conduit après, c'est ça? Voilà, mais lui, il pensait sur la route. Donc, apprendre des réflexes que des personnes novices qui ont le permis n'ont pas Oui, sur la route quand ils ont le permis. oui. Alors, du coup, moi, j'ai voulu faire des compétitions après. Parce qu'on m'a mis dans un baquet et à partir de 13 ans. Dans Et un même- baquet à partir de 13 ans. Ouais. Dans quel genre de voiture c'était? C'était une 206 GT, une petite. Oui, une petite, c'est déjà pas mal, hein, Oui, 13 ans. après à 13 ans, c'est clair que c'est déjà pas mal. Ensuite, j'ai fait de la 207 THP, Oui. donc en formule de promotion Peugeot, avec des fous furieux. Des fous furieux. Oui, et en fait, ma première course, j'ai fait à 15 ans, le samedi, me semble, et le dimanche, j'ai fait ma deuxième course à 16 ans. On a le droit de conduire dans des compétitions, même si on n'a pas le permis pour la route? Oui, par contre, avant l'âge de 16 ans, j'avais une dérogation en plus de la FFSA. Et vous voulez vraiment en faire votre métier? Oui, plus tard, j'aimerais être pilote professionnel ou... Un peu comme le grand frère Sébastien Loeb? Oui, voilà, sauf C'est sur quand même la circuit. référence ici. Hein? Oui, Ah oui, ça c'est forcément. sûr. Et Quand on a un pilote comme ça dans la région, c'est une fierté, quoi. la Formule 1, ça vous tente pas? Non, la Formule 1, c'est pas... C'est encore autre chose. Oui, c'est encore autre chose, c'est un milieu vachement dur. Pourquoi pas faire de la berline et apprendre aussi aux novices à apprendre à piloter. Ouais, vous sauriez conduire ça, là? C'est une Pourquoi pas? Gordini. Pourquoi pas? Elles sont belles, ces Gordini, ça Ouais. va être chouette. Hein? C'est super joli. Comme on a roulé tout à l'heure dans une Bugatti, c'est extraordinaire. Rien que la sonorité du moteur, ça, ce sont des sensations de pilotage qu'on ne doit pas retrouver forcément aujourd'hui. C'est historique. Hein. En plus, maintenant, aujourd'hui, on a des aides quoi, sur les voitures. Et là, j'imagine que ça pourrait être un rêve de piloter une voiture. Eh oui, eh oui. Bon, papa, pas trop peur, ça va? Non, ça va, il n'a pas peur. On peut le rassurer, vous êtes sage, vous êtes Oui. prudente. Oui, prudente. Même en compétition, il faut être prudente. Toujours. Bon, ouais. voilà, c'est la leçon qu'on va retenir. Merci beaucoup Mathilde d'être venue nous rejoindre ici dans merci. cette cité de l'automobile. Merci On vous à souhaite vous. le meilleur, mais Merci. surtout vous me promettez une chose, vous êtes Oui. prudente. Oui. Hein, faut pas Prudente. vous abîmer, hein. Promis? Promis. Bon, je peux lui faire un petit bisou? Merci Mathilde. De rien, merci. Inédite, cette collection d'autocars anciens basée à Betschdorf, ces 65 véhicules en font la plus importante de France. Une vingtaine de ces véhicules est roulante, les autres sont en cours de restauration, une collection qui a vu le jour en 2007. Plutôt que de laisser mourir ces bijoux d'histoire, Jean-Louis et Schenloer et une petite dizaine de passionnés se sont fixés pour objectif d'en sauver quelques-uns. Jamais ils n'auraient pensé que la collection prendrait de telles proportions. Nous connaissons l'histoire de chaque autocar. Nous savons où il a tourné, sur quelle ligne régulière il a tourné. Nous savons parfois même quel chauffeur l'a conduit pendant 20 ou 30 ans. Nous avons récupéré des autocars sur toute la France avec un nombre important dans le centre de la France, c'est-à-dire en Auvergne. Une collection qui regorge de bijoux, 9 de ces véhicules sont les derniers spécimens du genre. Par exemple, cet autocar Citroën, type 46 UAD, de 1954 à carrosserie cardée qui va bientôt être restauré par nos bénévoles et par le chantier d'insertion Mobilex.
Un chantier d'insertion qui œuvre au quotidien sur ces véhicules, une seconde jeunesse qui peut coûter jusqu'à 100 000 € pour une restauration complète, entre 20 et 30 000 pour une rénovation partielle. Cet autocar Mercedes de 1965 devrait être prêt d'ici quelques mois. La restauration ici est légère. Il y a un peu de carrosserie à faire. Ce véhicule, ça fait quelques mois qu'on y travaille. Et je pense qu'au printemps, il sera terminé, repeint et prêt pour faire des sorties à caractère nostalgique comme les mariages, des anniversaires, des sorties VIP. On retrouve très peu de pièces détachées, même sur les casses, puisque les véhicules, les autocars anciens sur les casses ont été démolis. Donc on retrouve très peu de pièces en occasion. Donc on reconstruit les pièces de carrosserie, on les reconstruit toutes sur mesure. Tout est refabriqué sur mesure. Pour les pièces mécaniques, on se débrouille avec ce qu'on trouve encore sur les bourses de pièces d'occasion pour les faire tourner. L'association a lancé une souscription nationale. Autocars Anciens de France aimerait rapatrier 2 isoblocs, des véhicules qui marquent le début de l'autocar moderne. L'un est dans le Var, l'autre dans le Puy-de-Dôme. D'ici 2007 au plus tard, l'association Autocars Anciens de France ouvrira son propre musée ici, à Betschdorf. You told me all about the stars and how you'd make it up there one day. I would hum and whistle through. Bon, moi, Michel, je vous prête la rouge, vous me prêtez la bleue. Oui, si vous voulez. Malheureusement, ces voitures ne m'appartiennent pas ici. Au musée national. Ils ne sont pas d'accord pour nous les prêter, vous croyez? Écoutez, il faudrait demander à M. Richard Keller, mais bon, peut-être. Ça serait peut-être possible parce que moi, je connais assez bien ces voitures-là, puisque en fait, j'ai la même chez moi. Donc. Vous êtes quoi? Je ne serais pas perdu. Un collectionneur passionné, compétent, spécialiste de Bugatti? Alors, en premier lieu, passionné. Collectionneur, c'est un gros mot parce que j'ai 5 ou 6 voitures. Ah bah oui, mais ça s'appelle tout de suite une collection, parce qu'il n'y a pas d'autre terme. Et puis, Bugattiste, oui, mais je ne suis pas. Il n'y a pas que Bugatti. Il n'y a pas que Bugatti. Voilà, mais vous avez une connaissance des Bugatti peut-être? Oui, quand même. Oui, forcément, à partir du moment où on a une voiture, on s'intéresse à son histoire, à sa marque. Est-ce que c'est vraiment une. Alors, c'est la marque emblématique ici, oui. On sait pourquoi, on peut le rappeler. Mais ce sont des voitures vraiment qui sont particulières? C'est totalement particulier, effectivement. Bugatti est issu d'une famille d'artistes, et donc toutes les productions qui sont signées Bugatti, que ce soit en sculpture, en peinture et donc en automobile, c'est toujours des œuvres d'art. Ce sont des œuvres d'art à chaque fois. Ce sont des œuvres d'art. Et c'est vrai que quand on compare aux autres mécaniques, c'est principalement au niveau mécanique que l'œuvre d'art se situe, parce que c'est toujours des solutions très particulières, très recherchées, et toujours avec un certain esthétisme et toujours un goût de la présentation, d'avoir une mécanique qui est ne serait-ce qu'au coup d'œil, un beau coup d'œil. Oui, c'est beau et en même temps c'est avant-gardiste. Il y a des solutions techniques qu'on retrouve aujourd'hui chez Bugatti ou c'est très classique? Disons que dans la conception, c'est assez classique, mais c'est surtout la recherche de la performance et de l'esthétisme. Et aujourd'hui, effectivement, si on prend ces Bugatti type 57, sont quand même équipés d'un moteur double embrasement tête de 3,3 litres de cylindrée. Et c'était des voitures qui marchaient, alors selon qu'elles avaient un compresseur ou non, avec un compresseur, on devait atteindre les 175 km/h. Là, je vois 160 chevaux, 180 km/h. Voilà, oui. C'est pas mal. Avec le compresseur. Bon, sans le compresseur, on est un petit peu en dessous en performance, mais malgré tout, ce sont des voitures très performantes et surprenantes. Moi, j'ai été surpris parce que il n'y a pas très longtemps que je possède un exemplaire similaire. Et donc, dans la circulation actuelle, on est pratiquement au volant d'une voiture moderne, tant au niveau performance qu'au niveau freinage, parce que Bugatti a fini par adopter quand même les freins hydrauliques sur les derniers exemples, parce que là, on a affaire au dernier exemplaire de la marque. On est dans les années 38, 39, et donc là, il avait quand même adopté des techniques déjà, c'était plus moderne. C'était plus moderne, et ça marche très très bien. Alors Michel, que reste-t-il des voitures Bugatti aujourd'hui? Parce qu'on sait que le nom est resté, mais la marque appartient à un autre constructeur. Que reste-t-il de l'esprit Bugatti aujourd'hui? C'est déjà avoir quelque chose de différent de ce qu'on rencontre chez les autres marques. Bon, malgré tout,
dans les marques mythiques, il y a Bugatti, il y a Ferrari qu'il ne faut pas oublier non plus, mais ce n'est pas le lieu ici. Mais donc c'est les deux grandes marques emblématiques, mythiques de l'automobile. Ouais. Et Bugatti est rené, a pris naissance à nouveau ces dernières années. Il y avait déjà eu une tentative en Italie avec le B110 et ses descendantes. Bon, ça n'a pas eu un succès phénoménal, mais on a un exemple ici dans le musée. Et puis dernièrement, avec la Bugatti Veyron qui rencontre un succès phénoménal, et dont il y a également un exemplaire ici. Et donc là, on est au sommet de ce qu'on peut faire en automobile. On dit que des milliardaires, des grandes stars viennent ici commander leur Veyron, par exemple, qui est fabriqué sur commande à l'unité, tout à fait. Et qui vaut même plus de prix. Non, mais on ne parle plus de prix dans ces... En fait, c'est pas le prix qui est intéressant, toutes ces autos. C'est les autos en elles-mêmes. Et c'est vrai que la Bugatti Veyron, c'est le summum de ce qu'on peut faire en matière d'automobile. Et puis, à la limite, c'est un investissement. Si vous achetez une Veyron, si vous pouvez le faire, vous la revendrez le même prix. Oui, enfin, moi, je peux pas. Hein. Je suis désolé. Non, moi non plus, je vous rassure. Je pourrais pas. Mais donc, ce qui est quand même très intéressant, ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a des gens qui sont capables de mettre des fortunes, hein, parce que pour le commun des fortunes, des millions, des millions. Mais ça permet à la technologie d'avancer, ça permet un jour ou l'autre de rencontrer ces autos-là et de les admirer. Et pour les amateurs d'automobile comme moi et comme beaucoup de monde encore aujourd'hui, même s'il y a un mouvement autophobe qui se dessine assez sérieusement, mais qu'on essaie un petit peu de combattre, il n'empêche que ces autos-là, c'est une technologie et c'est vraiment l'automobile à son paroxysme. Elles ont marqué l'histoire de l'automobile, notamment Bugatti. Et elles vont continuer de le marquer. Et aujourd'hui, elles continuent, et c'est ça qui est bien, et c'est ça qu'il faut garder. Et j'espère qu'on pourra encore rouler pendant quelques temps avec ces autos-là. Bon, peut-être pas à 300 à l'heure comme elles sont capables de le faire, même plus, mais au moins les utiliser, les voir de temps en temps dans des manifestations sur la route, parce que ce ne sont pas des voitures pour aller faire ses courses. Ça, on s'en doutait un peu. Merci beaucoup, Michel. Moi, j'ai envie de finir cette émission en me rapprochant de la célèbre Royale. Vous savez, au Louvre, il y a la Joconde, mais ici, il y a la Royale. Tout à fait. Voilà, c'est un petit peu la même comparaison. Donc je vais m'en rapprocher. Merci Michel pour nous avoir parlé comme ça de Bugatti. Et puis vous n'oubliez pas, on échange. Hein. Oui, on échange. Vous prenez la rouge et je prends la bleue. Hein. Merci Michel. Eh bien, merci beaucoup Martin de nous avoir autorisé à nous approcher de ces deux plus prestigieuses voitures du monde, les deux Bugatti Royale, des bijoux. J'évoquais la Joconde au Louvre, voilà, la Bugatti Royale, ces deux voitures ici, c'est un peu les Jocondes ici de la Cité de l'Automobile à Mulhouse. Merci beaucoup. Et puis la semaine prochaine, on reste toujours dans la région, pas très loin, à 3/4 d'heure de Mulhouse. On va s'intéresser au textile, qui aussi a été la richesse, et qui l'est encore un peu malgré tout, la richesse de cette belle région. Terre de France, à la semaine prochaine.